Qu'est-ce qui s'est passé à Lomé entre le 8 et le 12 décembre 2025? Il s'est passé que des Africains venus du continent, venus des diasporas, se sont librement exprimés sur les aspirations, sur les projets, sur les perspectives du développement de l'idéal panafricain semé dès le 19e siècle par les pères fondateurs du panafricanisme, descendants des esclaves noirs d'Amérique du Nord. J'insiste sur le fait que tous les congressistes se sont exprimés librement. Je n'ai vu nulle part, tout au long du congrès, les autorités togolaises essayer d'imposer à quelqu'un ce qu'il avait à dire. Je n'ai eu connaissance à aucun moment d'une contrainte, d'une restriction à la liberté d'expression de qui que ce soit. C'est le premier témoignage que je veux porter. Deuxièmement, quels sont les grands acquis de ce congrès panafricain? Pour moi, ce congrès panafricain aboutira à sa cible si ce qui a été régulièrement évoqué par la plupart des intervenants est mis en œuvre par les dirigeants africains eux-mêmes. L'une des propositions phares de ce congrès, dont j'ai été moi-même l'un des porteurs, c'est la proposition de mettre en œuvre un passeport panafricain. D'autres l'ont appelé The Black Passport. Il s'agit d'un passeport qui serait délivré sans avoir besoin pour cela de quelques critères politiques ou de quelques critères individuels ou moraux à tous les citoyens africains d'origine et à tous les afro-descendants qui le souhaitent dans le monde. Et qui permettrait à tous les Africains du monde, à tous les Noirs du monde, de circuler librement dans tous les pays africains concernés. Imaginez ce que ça serait, un tel passeport, qui permettrait à toutes les populations africaines d'aller d'un pays africain à un autre, sans autre forme de procès, qui permettrait aux afro-descendants qui sont en Amérique du Nord, qui sont dans les îles caribéennes, les afro-descendants qui sont en Amérique latine, les afro-descendants qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont dans l'océan Indien. Imaginez un passeport qui nous permettrait à tous de pouvoir nous déplacer librement dans notre mer terrestre, l'Afrique. Ça, c'est la décision la plus plébiscitée, c'est la décision la plus sollicitée, c'est la décision la plus souhaitée par tous les congressistes. Deuxième projet sur lequel les congressistes sont tombés massivement d'accord, c'est d'accélérer la marche vers la construction de la monnaie unique africaine. Une seule monnaie pour tout le continent africain. Si on parvenait à générer, à décider, à instaurer une monnaie unique pour tout le continent africain, on créerait ainsi le plus immense, le plus puissant, le plus juteux marché financier de la planète Terre. Cette proposition, elle aussi, a eu l'agrément de l'ensemble des délégations participantes. Il y a une troisième idée dont pour ma part je me suis fait le grand défenseur. J'ai dit qu'il y avait un panafricanisme géopolitique, géostratégique, c'est-à-dire un panafricanisme portrait grandeur nature. Un panafricanisme qui vise, pour ainsi dire, le plan macroscopique. Mais qu'il fallait appliquer aussi un panafricanisme de proximité. Et qu'est-ce que j'entends par panafricanisme de proximité? Un panafricanisme du respect des droits humains. J'ai élaboré et défendu la théorie de ce panafricanisme de proximité, ce panafricanisme microscopique, en indiquant que nous devons veiller à ce que dans aucun de nos pays, les 5 lieux de fragilité suivants ne soient frappés par l'injustice. Si l'on reconnaît que la civilisation africaine a pour unité de référence le concept de Maat, qui signifie vérité, justice et solidarité, j'ai dit et redit partout où j'ai pris la parole au Togo qu'il faudrait alors que dans chacun de nos pays, il y ait 5 lieux qui soient exemplaires en termes de vérité, de justice et de solidarité. Quels sont ces lieux? La famille. Les valeurs qui sont transmises aux enfants doivent être ces valeurs de vérité, de justice et de solidarité, qui sont les marques sublimes de l'identité africaine. Il y a un deuxième lieu où on doit appliquer les valeurs de vérité, de justice et de solidarité. J'ai cité l'école. L'école doit transmettre à tous les enfants d'une génération les savoirs nécessaires à leur épanouissement et à leur participation
à l'œuvre de création continue de la vie. On doit veiller à ce qu'aucun enfant ne soit privé de l'éducation, de la formation nécessaire à son épanouissement. J'ai cité un troisième lieu où on doit vérifier que nous sommes des sociétés authentiquement humaines. Ce troisième lieu, c'est la prison. J'ai dit et redit partout au Togo qu'on doit veiller dans tous les pays africains à ce que ne se retrouvent en prison que ceux qui ont véritablement commis des infractions. On doit veiller à libérer de toutes les prisons ceux qui n'ont pas commis des infractions à la loi. J'ai dit qu'il y avait un quatrième lieu où on vérifie l'humanité d'une société. C'est le tribunal. On doit veiller à ce que les magistrats soient justes, que les magistrats ne soient pas corrompus et que ceux qui sont sanctionnés ne soient pas simplement punis par les plus puissants de l'heure. Aucune république panafricaine vivant et promouvant l'injustice ne peut se prétendre humaine. J'ai cité un cinquième lieu dans lequel on doit vérifier qu'un pays africain est authentiquement humain et participe à ce que j'appelle le panafricanisme de proximité. Ce cinquième lieu est, je dis, c'est l'hôpital. Un pays authentiquement humain soigne ses populations les plus vulnérables, privilégie le soin aux plus faibles, le soin aux pauvres, à l'orphelin, au vieillard, à la femme, soin à l'enfant, à l'étranger. Un pays qui ne soigne pas, eh bien, ses habitants les plus vulnérables n'est pas humain. C'est ce que j'ai appelé la théorie des 5 lieux de la vulnérabilité. La théorie des 5 lieux de l'humanité. Vous avez bien